On se retrouve en direct sur CNews avec notre invité Florian Philippot. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président du Front National. Le terrorisme a fait éruption à nouveau dans la campagne. Vous le savez, à 5 jours du premier tour, 2 individus ont été interpellés à Marseille, suspectés de préparer un attentat. Les services de police et de renseignement ont agi avec célérité. Vous vous en félicitez? Ah oui, je les félicite. Je félicite nos forces de l'ordre, nos services de renseignement qui ont fait un boulot remarquable avec les moyens qu'on leur donne. Je pense que les forces de sécurité sur le terrain font un gros travail. Les politiques, eux, ne font pas le travail. Voilà. Et parfois s'approprient d'ailleurs les résultats des forces de l'ordre, mais ce n'est pas leur travail. S'ils étaient vraiment au travail, alors ils protégeraient par des décisions politiques, législatives, réglementaires, les Français, par des frontières nationales, par la fermeture de tous les lieux de radicalisation islamiste, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ne font pas. Les 2 suspects sont français, se sont radicalisés en prison après des faits de délinquance. Là, sur la radicalisation en prison, qu'est-ce que vous proposez exactement? Parce que là, il ne s'agit pas des frontières, évidemment. Oui, alors c'est vrai que la prison est de plus en plus souvent un lieu de radicalisation. On a rencontré pas mal d'agents pénitentiaires, directeurs de prison qui nous l'ont dit. Les unités de déradicalisation n'ont pas fonctionné. Non, ça a été arrêté. Les unités de déradicalisation, ça a été un échec total. Il faut renforcer d'abord la communauté, il faut mieux intégrer, disons, l'administration pénitentiaire dans ce qu'on appelle la communauté du renseignement. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'informations et pour cela, nous proposons de basculer l'administration pénitentiaire vers le ministère de l'Intérieur et non plus le ministère de la Justice. Comme ça, il y aura une cohérence. Ça a été fait dans le dernier projet de loi sur la sécurité. Non, mais le rattachement au ministère de l'Intérieur, ça n'est pas fait. Et il faut le faire, et non plus le ministère de la Justice. Et puis, il faut faire en sorte que ces détenus-là soient mieux identifiés et pas mélangés à des individus qui pourraient être susceptibles d'être influencés et de basculer aussi. Donc, il faut les isoler dans cette radicalisation. Il faut trouver des moyens, effectivement, de les couper de ceux qui pourraient être influencés. Pour cela, il faut mieux connaître le terrain et puis faire en sorte qu'on ait suffisamment de places de prison. Vous savez, nous, on propose que les étrangers condamnés fassent leur peine de prison chez eux. La plupart, en moyenne dans les prisons, il y a 20 à 25% de ressortissants. Oui, il y a 20 à 25% quand même, c'est pas rien, de ressortissants étrangers dans nos prisons. Donc là, on pourrait déjà les vider pas mal comme cela. Est-ce qu'il faut les réunir dans des unités spécialisées dans les prisons? Le gouvernement en a fait l'expérience, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut Non, c'est pas ce qu'on a fait. On a essayé de faire aussi des centres de déradicalisation. Non, mais là, je vous parle de l'intérieur des prisons. Je crois qu'il faut, en tout cas, je ne sais pas s'il faut les réunir parce que ça pose d'autres problèmes, mais il faut les couper en tout cas de ceux qui pourraient être influencés, qui pourraient basculer dans cette radicalisation. Mais je veux dire plus généralement, le problème qu'on voit, c'est que là aujourd'hui, c'est même maintenant nos opérations électorales et notre démocratie donc qui est en danger, parce qu'on paye 10 ans de laxisme. Voilà, 2 gouvernements successifs, droite et gauche, qui ont laissé pulluler le fondamentalisme islamiste. Vous redoutez un risque d'attentat contre Marine Le Pen, contre François Fillon, contre Emmanuel Macron? Mais contre la France et les Français, de manière générale. Et il y en a, ce sont même plus simplement des risques. Il y en a eu malheureusement 240 morts, 800 blessés. C'est un drame qui d'ailleurs, dont les autres candidats n'ont pas parlé, à part nous, dans cette campagne présidentielle, ce qui est quand même extraordinaire. Alors que c'est le boulot premier normalement du président de la République, c'est assurer l'intégrité du territoire et la sécurité de la nation et des Français. Il y a beaucoup de choses à faire et on voit qu'aujourd'hui on est gangréné par le fondamentalisme islamiste. On est gangréné d'ailleurs par la violence, parce qu'il y a les violences d'extrême gauche qui se multiplient. D'ailleurs, parfois, il y a des passerelles entre ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, entre les islamistes et ces extrémistes. Il y a un Français fier, debout, et qui n'ait pas peur du terrorisme islamiste, mais qu'on se pose même la question. Est-ce que c'est pas hallucinant? Est-ce que c'est pas le signe qu'on est en pleine dégringolade, en pleine reculade et que notre démocratie est vraiment en danger? Marine Le Pen durcit le ton notamment sur l'immigration. Elle a annoncé un moratoire de quelques semaines, notamment sur les visas de longue durée. Elle demande le rappel des réservistes pour aider au rétablissement des frontières. Pourquoi annoncer cela maintenant, alors que ça ne figurait pas dans les 144 propositions qu'elle a faites? Est-ce que c'est une façon de relancer une dynamique qui, semble-t-il, est un peu à la baisse ces derniers jours? Non, la dynamique sur le terrain, elle est formidable. Et on sera en tête au premier tour, et je crois assez largement. Il y aura un beau duel de second tour. À combien? Je ne sais pas, ça, je ne suis pas Madame Soleil, ni Madame Irma, mais je pense qu'on sera en tête, et assez largement. Maintenant, elle donne une méthodologie. Notre objectif, ça c'est dans le projet, les 144 engagements, c'est un solde d'immigration légale de 10 000 par an, contre à peu près 100 à 150 000 aujourd'hui. Mais le moratoire n'y était pas. Oui, mais le moratoire, c'est une méthodologie, c'est-à-dire qu'il faut faire un point pendant quelques semaines, ça durera quelques semaines, on va regarder. C'est quoi, 1 mois, 2 mois, 3 mois? On va se poser, oui.
oui, quelques semaines, c'est cela. On va se poser, on va regarder les titres de séjour, on va étudier les choses, ministère de l'Intérieur, et on pourra mettre en place, ça ne concernera pas les étudiants étrangers, je le dis tout de suite, mais ça permettra de mettre en place les choses, d'arrêter le regroupement familial et vraiment d'arrêter cette politique bisounours comme on en a connu, on n'a pas connu depuis longtemps d'ailleurs, puisqu'il était allé féliciter, faire le baise-main à Mme Merkel pour la féliciter d'avoir accueilli 1,5 million de migrants, et je rappelle qu'elle en a perdu la trace de 500 000, qui sont peut-être chez nous, puisqu'on est dans l'espace Schengen. Macron, lui, il veut continuer avec cela. Je crois qu'il veut même créer une autoroute de l'immigration entre l'Afrique, notamment l'Algérie, et la France, qui est une folie totale, puisque l'autoroute sera à sens unique, évidemment, et on sait dans quel sens. Voilà, ça c'est M. Macron. Fillon, lui, il cache un peu les choses, il joue le dur. On a connu ça, ça fait 15 ans que l'UMP fait ça. Je mènerai une lutte implacable contre l'immigration clandestine. Il y a des lois, elles doivent être appliquées. A-t-il estimé aujourd'hui à quel voilà. Il aurait pu dire la même chose en 2006 et en 2007. C'est exactement ce qu'il disait à l'époque. Il devait sortir le Karcher, etc. Ils ont fait exactement l'inverse au pouvoir. Il a été 5 ans Premier ministre. M. Fillon, il a fait l'inverse. Il a été pire même que Jospin en faisant une immigration massive, en ne sortant pas le Karcher. Et je crois que tout le monde l'a compris. Vous le regrettez que François Fillon n'ait pas sorti le Karcher? Je regrette évidemment que c'était leur terme. Ils devaient passer le Karcher, ils ne l'ont pas fait et ça s'est transformé en petit vaporisateur. Vous évoquez Nicolas Sarkozy, évidemment, qui vient de publier une vidéo sur ses réseaux sociaux de soutien très clair et franc à François Fillon. Oui, c'était... La droite est rassemblée pour ça aurait été extraordinaire le premier tour de l'élection présidentielle. Un autre candidat. La droite est rassemblée? C'est pas tout à fait ce que j'ai cru comprendre, parce que je vois même un nouveau vice-président de M. Wauquiez dans sa région qui rejoint plutôt Macron. On voit que certains ont arrêté de faire campagne pour Fillon. Sur le terrain, ça se bagarre dans tous les sens. La guerre des clans, quelques centaines d'élus ont quitté Fillon il y a 3 semaines. Ils reviennent peut-être piteusement. Tout cela montre qu'il aura une grosse difficulté à rassembler et à faire une majorité législative. Vous estimez que c'est plus un adversaire redoutable pour le premier tour, François Fillon? C'est un adversaire et je ne le sous-estime pas du tout, mais je pense que son projet est ravageur, son bilan l'a été, on l'a dit, en matière notamment de sécurité et d'immigration, en matière de dette, et son projet est ravageur. Je rappelle qu'il veut quand même privatiser la sécurité sociale, je rappelle qu'il veut augmenter la TVA de 2 points, M. Fillon, je rappelle qu'il veut supprimer 500 000 fonctionnaires, ça veut dire des services publics saccagés dans les campagnes françaises ou dans les communes de banlieue. Je rappelle qu'il veut mettre fin à la durée légale du temps de travail, ça veut dire qu'on peut travailler potentiellement jusqu'à 48 heures par semaine, il n'y a plus d'heures supplémentaires mieux payées, alors que nous on veut remettre en place la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça, je pense que c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat. Marine Le Pen parle donc d'immigration en durcissant le ton. Elle va continuer à le faire demain, ou est-ce qu'elle va à nouveau parler de la sortie de l'euro, qui est une mesure qui effraie un certain nombre d'électeurs? Vous savez, elle parle de tout son projet, et y compris hier. Elle a aussi parlé hier d'emploi, de petites retraites qu'il faut revaloriser. Elle a parlé de services publics dans les campagnes. Il faut arrêter les directives de libéralisation du service public de l'Union européenne. Elle a parlé de souveraineté nationale. Elle veut rendre à la France son indépendance et sa liberté. Donc elle ne cache pas sous le tapis le thème de la sortie de l'euro qui fait peur à ses électeurs. Il suffit d'écouter son meeting d'hier pour voir qu'elle parle de tout. Rien ne lui fait peur. Et demain, à Marseille, pour ce dernier grand meeting du premier tour, elle parlera de tous les sujets, parce que le président de la République, il doit avoir une vision globale, cohérente, où tout se tient. C'est la protection régalienne et aussi la protection économique et sociale, industrielle. Vous voyez, l'affaire Whirlpool, aujourd'hui, je crois que les salariés de Whirlpool étaient réunis. Comment on fait dans le cadre européen actuel face aux délocalisations ici vers la Pologne? Comment on fait si on n'a pas le droit de se protéger? Nous, on dit, on va se libérer de ces règles et on mettra en place une taxe de 35% quand une entreprise délocalise et veut revendre en France, parce que c'est trop facile de faire ça. 25 prix Nobel d'économie critiquent aujourd'hui le programme économique de Marine Le Pen, notamment M. Stiglitz, Nobel d'économie bien sûr, que vous citez abondamment pour ses critiques. Je vais devoir le reciter. La monnaie unique et les politiques d'austérité budgétaire, il refuse d'être associé aux positions du parti de Marine Le Pen. Mais on continuera de le citer parce que ses travaux sont très bons. Et bien évidemment, et je rappelle ce qu'il a dit encore l'an dernier sur l'euro, un divorce à l'amiable serait préférable à l'impasse actuelle. Il avait dit également l'euro est intrinsèquement vicié. Un autre signataire de cette tribune a dit, M. Hart, ce ne serait pas triste du tout si l'Europe se séparait à l'avenir de l'euro. Il l'a dit en 2016. C'est une tribune, moi j'ai regardé le contenu, il n'y a rien économiquement. Non. C'est une tribune politicienne. Elle a quel sens? Un sens politique? Pardon ? Cette tribune, elle a un sens politique. Elle est électorale, elle est politicienne, mais économiquement, ces gens-là l'ont bien démontré. L'euro est une catastrophe qui nous désindustrialise. Il va falloir redonner à la France sa souveraineté économique, c'est-à-dire ce que font 95% des pays du monde, y compris la Suisse qui est à côté de nous. Je rappelle que la Suisse, elle fait du protectionnisme.
Elle a 51% de droits de douane sur les produits agricoles. La Suisse, là, à côté de nous. Nous, on a 5%. On ne se protège pas. Donc, on accepte n'importe quel produit qui vient de n'importe quel pays, même dans des conditions sanitaires absolument douteuses. Ça n'est pas normal. Une dernière question sur le soutien de Jean-Marie Le Pen à sa fille. Un non-événement pour Marine Le Pen, qui estime que c'est une voix comme les autres. Décidément, elle ne veut absolument plus être associée à son père. C'est-à-dire que vous ne l'auriez pas imaginé soutenir Hamon, Mélenchon, Macron ou Fillon ou un autre. Donc c'est pas extraordinaire, ça n'a rien de surprenant. Il aurait pu soutenir Nicolas Dupont-Aignan ? Non, je crois pas. Enfin, ça aurait été surprenant là aussi. Mais voilà, il y a des millions de Français qui vont voter pour Marine Le Pen. L'ordre règne au Front National, Monsieur Philippot ? L'ordre règne. L'ordre règne. Dit comme ça, ça fait un peu bizarre. C'est un mouvement qui est uni, qui est organisé, oui. Et qui n'a pas de problème. Ah non, qui n'a pas de dissension. Ah non, qui n'a pas de dissension. On est totalement unis derrière Marine Le Pen. Les dissensions, on les laisse aux autres. Vous savez, quand je regarde les Républicains ou le Parti Socialiste ou même chez Macron, où parfois ça paraît déjà assez compliqué, je me dis qu'on a de la chance. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'être venu ce soir sur CNews.